Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de vidéo concernant les QCM, les tutos QCM, et que j'ai un petit peu de temps devant moi, je me suis dit, finalement, ça serait assez intéressant que je puisse reprendre ce concept afin de pouvoir vous aider. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment répondre aux questions de physiologie. Au programme, 4 questions de physiologie aujourd'hui. La vidéo sera peut-être un petit peu longue. Si vous voulez que je vous fasse une matière en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Donc dans ce QCM, on va nous demander des items. Donc les volumes au niveau des volumes extracellulaires et intracellulaires. Quand on nous dit intracellulaire et cellulaire, c'est la même chose. Donc je vous ai mis le cours ici. Le volume chez une femme d'eau total c'est 50%, chez l'homme c'est 60%. Pourquoi? C'est tout simplement parce que la femme est plus grasse que l'homme en général. Et donc la femme possède un peu moins d'eau que l'homme. Et donc les volumes intracellulaires c'est 2/3 du volume de l'eau totale. Et le extracellulaire c'est 1/3 du volume d'eau totale. Donc finalement, ici on nous demande de calculer, on nous donne le poids de l'individu. Donc on dit que c'est une femme de 60 kg, et on voit qu'on a une soustraction de 2 kg. Donc ce qu'on fait, c'est que... alors du coup, on va calculer le volume d'eau totale. C'est tout simplement le volume en eau, donc c'est une femme ici, donc 50%, 0,5, multiplié par son poids, c'est-à-dire 60 kg. Ça fait donc 6 x 5, 30, donc ça fait 30 litres. Donc 30 litres d'eau totale, et donc on va calculer le volume intracellulaire. On a dit que c'était 2/3 du volume d'eau totale, donc ça fait 20 litres, donc 2/3 x 30, ça fait donc 20 litres. Et en conséquence, le volume extracellulaire, c'est donc 1/3 de 30, donc 10 litres. Et donc, ici, il nous demande, vu qu'on a une soustraction, la soustraction elle a lieu dans le volume extracellulaire, donc la femme va perdre 2 litres, donc 10 litres à 8 litres. Au niveau du volume extracellulaire, l'item A, c'est faux parce que c'est pas 20 litres. Alors, il y a un petit piège pour la B. Donc, le volume intracellulaire passe de 20 à 18 litres. C'est faux parce que la variation, elle a lieu dans le volume extracellulaire et pas le intracellulaire. La C est fausse. La C et la D sont fausses parce que c'est une diminution de 2 litres, de 10 litres à 8 litres et pas de 12 à 8 litres. Finalement, voilà, la bonne réponse ici, c'est l'item E. Voilà. Alors, le QCM numéro 27, on nous dit que l'on va perfuser à un patient 1 litre d'eau avec 10 grammes de NaCl, c'est-à-dire c'est du sérum physiologique. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va perfuser ce sérum physiologique, et on va nous demander quelles sont, tout simplement, les différentes variations qui vont avoir lieu à ce niveau-là. Alors, on va d'abord voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on a ici l'osmolarité. Alors, l'osmolarité, c'est quoi? C'est la quantité de sel, entre guillemets, qu'on a dans notre sang. Généralement, cette quantité de sel, elle est censée valoir 300 milliosmoles environ. Donc 300, donc c'est en milliosmoles. Donc 300 milliosmoles, donc normalement c'est l'osmolarité de base. Ici on injecte une solution qui est hypertonique. Donc l'osmolarité c'est la quantité de sel entre guillemets qu'il y a dans le sang, pour vous faciliter la compréhension. Et donc on en rajoute une solution hypertonique qui est une solution qui a une quantité de sel plus importante par rapport à celle de notre plasma. Je ne l'ai pas dit, mais là c'est au niveau du plasma. Alors, vu qu'on est au niveau du plasma, donc on perfuse dans le sang, donc au niveau du volume extracellulaire, donc le volume augmente, donc ça c'est l'échelle, donc ici en abscisse c'est les volumes, extra, intra, et l'osmolarité en ordonnée. Alors on va perfuser, donc on a une augmentation de volume de 1 litre, donc on va avoir ça, quand on perfuse, mais également, vu que c'est une solution hypertonique, une augmentation de l'osmolarité, de combien on ne sait pas, mais en tout cas on a une augmentation de l'osmolarité, qui fait que on est comme ceci. Dans un premier temps, c'est ce qu'on a. Et donc ce qui va se passer,
Donc moi je vais vous faire l'histoire que je faisais pour vraiment bien comprendre cette partie de cours. Imaginons que nous avons un verre d'eau vide dans lequel nous mettons un globule rouge. Uniquement un seul globule rouge. Et que nous rajoutons à ce globule rouge une solution hypertonique. La solution qu'on rajoute, elle est très salée, et donc on veut faire en sorte, le corps fait en sorte de diminuer et d'avoir un certain équilibre qu'on appelle l'homéostasie. Donc finalement, on va avoir, donc je vais vous le dessiner, imaginons que nous ayons ici, hop, un verre, un globule rouge, et nous rajoutons une solution hypertonique. Hypertonique qui est très salée. Et le problème, c'est que cette solution qui est hypertonique, finalement, qu'on nous rajoutons, eh bien, le problème, c'est que il y a trop de sel, en fait, finalement, dans cette solution. Afin d'atteindre l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre qu'on souhaite avoir au niveau de l'organisme, eh bien, les globules rouges vont libérer leur eau, leur propre eau, pour le donner, tout simplement, à la solution hypertonique autour, pour pouvoir, en fait, diluer la solution hypertonique et faire en sorte de diminuer son osmolarité, donc la quantité de sel, et donc le globule rouge va tout simplement diminuer de volume, et il va former ce qu'on appelle un hérisson. Parce qu'il va libérer son eau, et ce qu'on appelle un hérisson, enfin, une forme un petit peu spéciale. Et donc, c'est ce qui va se passer ici au niveau du schéma. Donc, le volume extracellulaire augmente, puisqu'on perfuse 1 litre de solution hypertonique ainsi que l'osmolarité. Comment ça va réagir? Eh bien, on aura une variation d'eau. Alors ici, c'était le globule rouge qui était en train de libérer son eau dans la solution hypertonique afin de diluer le milieu et d'atteindre un certain équilibre. Ici, c'est ce qui va se passer, puisque nous allons avoir le volume intracellulaire qui va donner son eau à l'extracellulaire parce que, justement, il y a une quantité trop élevée de sel dans le volume extracellulaire, donc il va donner son eau pour diluer le milieu. Et donc, en faisant ça, la quantité globale et générale de sel, entre guillemets, dans le plasma, dans le sang, va s'équilibrer. Donc l'objectif, c'est de faire ça. Finalement, on aura ça. On a envie de diminuer la quantité de sel, et on va être... comme ceci. Je sais pas si vous avez compris, mais finalement, quand on perfuse une solution hypertonique, on a une variation du volume intra vers le volume extra, parce que il y a une quantité de sel importante rajoutée dans le extra, donc pour diluer le milieu, c'est-à-dire pour avoir l'homéostasie, le terme d'équilibre au niveau du corps humain. Le intra va donner son eau à l'extra, variation d'eau. Alors ce schéma-là, c'est un schéma qui n'a pas été fait, enfin il a été fait par le prof, mais moi j'aime bien quand on a un QCM de ce jour-là, de vraiment faire bien les choses. Là je vais doucement pour bien vous expliquer, mais il faut aller assez vite. En même pas 30 secondes, il faut dessiner ça. En présence d'un milieu hypertonique, il y a un risque d'hémolyse pour les globules rouges. Alors hémolyse, c'est un gonflement, ça veut dire gonflement des globules rouges, éclatement des globules rouges. Alors c'est pas le cas, puisque les globules rouges vont donner leur eau, et donc ils vont, entre guillemets, être asséchés. Donc ils vont être en forme d'hérisson, et donc former ce qu'on appelle une plasmolyse, et non pas une hémolyse. Hémolyse, c'est un gonflement des globules rouges, éclatement. Une plasmolyse, c'est un rétrécissement, destruction des globules rouges, mais d'une façon asséchée, c'est une façon différente de l'hémolyse. Enfin, c'est pas pareil. Alors, au final, l'osmolarité efficace extra- et intracellulaire augmente. Alors, effectivement, c'est vrai parce que quand on injecte à ce niveau-là, dans le volume extracellulaire, on injecte uniquement dans cette partie, on a finalement la courbe marron, qui montre, par rapport au départ, qui est la courbe bleue, enfin la partie bleue, une augmentation du volume extracellulaire et une augmentation surtout de l'osmolarité. Et finalement aussi, quand on voit au départ, par rapport au départ, on a finalement une augmentation de l'osmolarité globale, donc finalement la B, l'item B est bon. Le C, le volume extracellulaire diminue. Le volume extracellulaire, vu qu'on a perfusé, il augmente. Le volume intracellulaire augmente. Le volume intracellulaire est en train de diminuer puisqu'il a donné son eau au volume extra, donc le volume intra diminue et le volume extra augmente. Donc les items C et D sont faux,
Donc finalement, la bonne réponse au niveau du QCM 27, c'est l'item B. On va faire le QCM 3 de l'annale de 2017, enfin de mon concours d'ailleurs. Alors ce QCM là est très basique et il tombe chaque année le jour du partiel, c'est vraiment pas compliqué, il faut vraiment savoir de quoi on va parler. Alors je vais retrouver ma fiche de PACES que j'avais dessus. Alors, la fameuse question, il nous demande mais dans quel cas on a un vasospasme. La courbe en rouge qui est là, c'est tout simplement le tonus. Tonus vasomoteur. Et celle en bleu, c'est la différence de pression. Et la courbe ici, c'est la tension par rapport au rayon. Donc voilà, donc finalement, on nous dit, mais dans quel cas va-t-on avoir un vasospasme, tout simplement? Alors c'est pas bien compliqué, il faut savoir en fait que le vasospasme va être permis si et seulement si cette courbe-là du tonus sera au-dessus de la différence de pression. Donc si je vous le dessine au tonus, on a un vasospasme. Et donc finalement, on va pouvoir répondre aux questions. L'item A, augmentation du tonus vasomoteur. Oui. En contradiction, l'item B est faux. L'item C, augmentation de la pression. Finalement, c'est une diminution et pas une augmentation de la pression. Donc si la pression diminue, donc si on voit la courbe de départ, si je vous les mets en dessous, finalement, on a, il faut que le delta P diminue et que le tonus augmente pour avoir un vasospasme. Finalement, c'est assez facile. L'item, donc le QCM numéro 3, les bonnes réponses sont A et D. Alors pour cette quatrième et dernière question, c'est une question, on m'a souvent demandé dans tes vidéos, finalement tu nous expliques, tu fais le QCM qui doit être fait normalement en 1 minute, tu le fais en 6 minutes, 7 minutes. Alors je le fais effectivement parce que je vous explique, donc je vous affiche à l'instant le QCM que je vais réaliser, et je vais essayer de le réaliser le plus rapidement possible, et juste après je vais vous expliquer comment j'ai fait, la façon dont je m'y suis pris pour pouvoir réaliser cette question. Donc c'est parti, on se retrouve à la fin pour l'explication.
Voilà, donc je sais pas combien de temps j'ai mis à le faire, mais finalement, je trouve que la bonne réponse, c'est finalement l'item B. Alors, vous avez peut-être pas forcément compris ce que je viens de réaliser de faire, mais je vais vous expliquer détail par détail ce qu'il va falloir faire, enfin ce qu'il a fallu faire. On nous demande finalement de trouver la différence de pression delta P. Alors la formule c'est celle-ci, donc Q c'est le débit, donc fois 8 multiplié par la viscosité fois la longueur, divisé par pi fois le rayon à la puissance 4. Donc finalement, le rayon et la longueur doivent être mis en mètres. La viscosité, bon, elle est donnée, c'est en pascal par seconde, donc généralement on la change pas. Et le débit, c'est généralement en mètres cubes par seconde, et le prof nous la donne ici en litres par minute, donc il faut faire une conversion des litres par minute en mètres cubes par seconde. Alors c'est pas bien compliqué, je vais vous montrer comment j'ai fait. 6 litres par minute. Alors, j'ai mis x 10-3, pourquoi? Parce que finalement, on a 1 mètre cube égale à 1000 litres. Donc finalement, 1 litre, c'est 10 puissance 3, moins 3, pardon, mètres cubes, donc ça fait 6 fois 10 moins 3 mètres cubes par minute. Et après, pour passer des minutes en secondes, on sait que dans une minute, il y a 60 secondes, donc j'ai divisé par 60 pour avoir l'unité, donc en secondes, ça fait 6 sur 60 fois 10 moins 3, donc ça fait 6 sur 6, ça fait 1, fois 10 moins 3, donc c'est comme si ça faisait... finalement, ça fait 6 sur 6, ça fait 1, donc ça fait 1 fois 10 moins 4. Pourquoi 10 moins 4? Parce que c'est comme si ici en bas on avait 6 divisé par 6 fois 10 puissance 1. Donc ça fait 6 sur 6, 1, et donc 10 puissance 1 en bas, qu'on met en haut, ça fait fois 10 moins 1, donc 10 moins 3 fois 10 moins 1, ça fait 10 fois 10 moins 4. Donc c'est une règle, je sais pas si vous avez bien compris, mais finalement c'est comme ça qu'on a trouvé ça en mètres par seconde moins 1. On continue juste en dessous. La différence de pression, ici, alors, j'ai mis les formules. Alors ici j'ai directement mis en des centimètres en mètres, donc ça faisait 30 cm, donc 30 fois 10 moins 2 cm en mètres fois 10 moins 2 mètres, ou 3 fois 10 moins 1 mètre, c'est pareil finalement, c'est juste que j'ai voulu simplifier. Et au dénominateur, 3,14, enfin pi égale 3,14, et ici c'est 10 fois 10 moins 3, le tout à la puissance 4. Donc 10 à la puissance 4, ben, c'est 10 000, donc 10 à la puissance 4, je l'ai laissé directement comme ça. Et 10 à la puissance moins 3 à la puissance 4, c'est comme si ça faisait 10 puissance moins 3 fois 4. Donc 10 puissance moins 3 fois 4, ça fait 10 puissance moins 12. Et donc, au final, on aboutit, on arrive à simplifier 3,14, 3,14, on les élimine. Ici, ça fait 8 fois 1 fois 3, ça fait 8 fois 1, 8. 8 fois 3, 24. On met tous les numérateurs, enfin tous les puissances entre elles, donc 10 puissance moins 4, moins 3, moins 1, donc ça fait moins 7, moins 8. Et au dénominateur, moins 12. Et puissance 4, celui de 10 puissance 4 ici. Finalement, ça permet d'avoir... d'éliminer en fait, finalement de faire le calcul. Donc ici, 10 puissance moins 12 plus 4, ça fait 10 moins 8. C'est pour ça que j'ai tout directement effacé, et j'obtiens directement 24 pascal, ce qui est finalement le résultat qu'on obtient dans l'item B, et donc la bonne réponse dans ce QCM, c'est l'item B. Donc voilà. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de la réaliser. J'espère que ça pourra au moins t'aider un minimum dans tes révisions. Si vous avez besoin d'un autre format ou de quelque chose, ou d'une autre matière, allez me le dire en commentaire, c'est très important. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à liker, à partager. Ça serait vraiment très gentil de votre part. Voilà. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner en cliquant juste là. A plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.